Good afternoon, Madam President, Your Honors. This is case number IT. Bonjour, Madame le Président, Messieurs les juges. Il s'agit de l'affaire IT 95-17, le procureur contre Miroslav Bralo. J'aimerais savoir si M. Bralo peut entendre et suivre le déroulement des procédures dans une langue qu'il comprend. Да, хвала на питанju. Accusé Bralo, oui, je vous remercie de votre question. Vous pouvez vous asseoir. Bien, je demande à présent aux parties de bien vouloir s'identifier en commençant par les représentants du bureau du procureur, s'il vous plaît. Xavier Tracol et Christina Carey, un substitut du procureur en appel, et Louis Galicia, commis aux affaires. Je vous remercie, monsieur le procureur. Je me tourne vers le banc de la défense, si vous voulez bien vous présenter. Good afternoon, Your Honours. My name Bonjour, Messieurs les juges. Je m'appelle Jonathan Cooper. Je suis conseil principal. Je représente les intérêts de M. Bralo, assisté de Virginia Lindsay, co-conseil, et Anjana Bukal, qui est l'interprète et enquêteur. Ainsi que l'a annoncé M. le greffier, la présente audience est consacrée à l'affaire le procureur contre Miroslav Bralo. Comme indiqué dans l'ordonnance portant calendrier du 15 mars 2007, la Chambre d'appel est réunie aujourd'hui pour procéder au prononcé de l'arrêt dans cette affaire. La présente audience est tenue en application de l'article 117D du règlement de procédure et de preuve du tribunal. Conformément à l'usage du tribunal, je ne donnerai pas lecture du texte de l'arrêt, à l'exception de son dispositif. Après avoir rappelé les principales questions soulevées dans le cadre de la procédure en appel, je ferai état des conclusions de la Chambre d'appel. Je tiens à souligner que le résumé qui suit ne fait pas partie intégrante de l'arrêt. Seul fait autorité l'exposé des conclusions et des motifs de la Chambre d'appel que l'on trouve dans le texte écrit de l'arrêt, dont des copies seront mises à la disposition des parties à l'issue de l'audience. Les faits donnant lieu au présent arrêt, au présent appel, se sont produits d'avril à juillet 1993 en Bosnie centrale, dans les villages d'Amishi, de Nadioshi et alentours. Miroslav Bralo, né le 13 octobre 1967, était membre des Jokri, section antiterroriste du 4e bataillon de police militaire du Conseil de défense croate, du HVO. Il a participé le 16 avril 1993 à une attaque contre Amishi, dont l'objectif était de procéder au nettoyage ethnique du village, de tuer les hommes musulmans en âge de porter les armes, d'incendier toutes les maisons appartenant à des musulmans et d'expulser tous les habitants musulmans du village. Dans le jugement portant condamnation rendu le 7 décembre 2005, la Chambre de première instance a condamné
Miroslav Bralo à une peine de 20 ans d'emprisonnement suite à l'acceptation de son plaidoyer de culpabilité le 19 juillet 2005 concernant 8 chefs d'accusation retenus contre lui, plus spécifiquement un chef de persécution pour des raisons politiques, raciales et religieuses, au terme des articles 5H et 7.1 du statut. 4 chefs d'infraction graves aux conventions de Genève de 1949, comprenant des actes de torture ou traitements inhumains et de détention illégale, punissables au terme des articles 2B, 2G et 7.1 du statut. 3 chefs de violation des lois ou coutumes de la guerre, punissables au terme des articles 3 et 7.1 du statut, comprenant le meurtre ainsi que la torture et les atteintes à la dignité de la personne, y compris le viol. M. Bralo a interjeté appel du jugement portant condamnation le 5 janvier 2006 et a déposé son mémoire d'appel le 30 mars 2006. Je rappelle que dans le cadre du procès en appel, la Chambre d'appel a admis 3 éléments de preuve supplémentaires au titre de l'article 115 du règlement de procédure et de preuve. Nous avons également reçu 2 mémoires supplémentaires de l'appelant au soutien de ses 2e et 3e moyens d'appel. Il est enfin à noter que l'accusation demande le rejet de tous les moyens de l'appelant. L'appelant fait valoir en général que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit et a outrepassé ses pouvoirs en le condamnant à une peine trop lourde. Il affirme que la peine qui lui a été infligée a entraîné un déni de justice car elle ne rend pas compte, comme il convient, des circonstances atténuantes importantes en l'espèce. À l'appui de son appel, il soutient en particulier que, premièrement, la Chambre de première instance a eu tort de considérer que certains éléments étaient sans rapport avec la peine et de conclure qu'il ne constituait pas une circonstance atténuante. Deuxièmement, que la Chambre de première instance n'a pas accordé suffisamment de poids aux éléments qu'elle a retenus. Et enfin, que la Chambre de première instance aurait dû prononcer une peine moins lourde compte tenu du nombre et de l'importance des circonstances atténuantes. La Chambre d'appel a examiné chacun de ces griefs comme des moyens d'appel distincts. Avant de les passer en revue, il convient de rappeler brièvement les critères applicables aux erreurs de fait et de droit alléguées en appel. Les appels formés contre les jugements portant condamnation, comme ceux interjetés contre tout jugement, sont des appels au sens strict. Il s'agit de procédures de nature corrective qui ne donnent pas lieu à un procès de novo. En principe, la Chambre d'appel ne tient compte que des éléments suivants.
les éléments de preuve cités par la Chambre de première instance, les éléments de preuve versés au dossier de première instance et cités par les parties, et enfin, les éléments de preuve supplémentaires admis en appel. La Chambre d'appel souligne que lorsqu'elle est saisie d'une erreur de droit ou de fait concernant des circonstances atténuantes, la conclusion selon laquelle un fait représente une circonstance atténuante est établie sur la base de l'hypothèse la plus probable. Il ressort de l'article 25 du statut que le rôle de la Chambre d'appel se limite à corriger les erreurs de droit qui invalident une décision et les erreurs de fait qui ont entraîné un déni de justice. Les chambres de première instance ont un pouvoir d'appréciation très large pour déterminer la juste peine. Cela tient en grande partie à l'obligation impérieuse qu'elles ont de personnaliser la peine pour tenir compte de la situation de l'accusé et de la gravité du crime. Ainsi, en règle générale, la Chambre d'appel ne révise une peine que si la Chambre de première instance a commis une erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ou a dérogé aux règles de droit applicables. C'est à l'appelant qu'il revient de démontrer en quoi la Chambre de première instance a outrepassé ses larges pouvoirs discrétionnaires en fixant la peine. Examinons à présent le premier moyen d'appel, qui concerne les circonstances que la Chambre de première instance n'a pas, selon l'appelant, considérées comme étant atténuantes. Plus particulièrement, l'appelant se réfère aux éléments suivants. Premièrement, la situation militaire et politique qui s'était détériorée dans la vallée de la Lajva en 1992 et 1993. Deuxièmement, l'attaque dirigée contre l'appelant et son épouse dans leur domicile en février 1993. Troisièmement, le fait que l'appelant a été libéré de prison en échange de sa participation à l'attaque contre le village d'Amichi. Quatrièmement, la manière dont il a été utilisé par ses supérieurs. De manière générale, la Chambre d'appel fait observer que même si l'appelant reproche à la Chambre de première instance d'avoir commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de certains éléments, la question qui se pose à elle n'est pas celle de savoir si les éléments auxquels il fait référence constituent en droit des circonstances atténuantes, mais si la Chambre de première instance a outrepassé ses pouvoirs en décidant des éléments à retenir. Par ailleurs, l'unique circonstance atténuante que les chambres de première instance sont tenues en droit de prendre en compte, conformément à l'article 101b1 du règlement de procédure et de preuve, est la coopération fournie par un accusé à l'accusation. En ce qui concerne la situation militaire et politique détériorée à vitesse, la Chambre d'appel fait observer que, comme le reconnaît l'appelant, la Chambre de première instance a bel et bien tenu compte des arguments que celui-ci a présentés dans son mémoire et pendant l'audience consacrée à la peine.
La Chambre de première instance n'a donc pas fait abstraction des arguments de l'appelant, mais a refusé de retenir ce contexte chaotique comme circonstance atténuante. L'appelant se contente de reprendre en appel des arguments qu'il a déjà présentés à la Chambre de première instance, et il ne démontre pas que celle-ci a commis une erreur manifeste. En tout état de cause, la Chambre d'appel a déjà conclu que le contexte chaotique d'un conflit ne saurait être retenu comme une circonstance atténuante. Par ces motifs, cette branche du premier moyen d'appel soulevé par l'appelant est rejetée. Eu égard à l'attaque dirigée contre l'appelant et son épouse dans leur domicile en février 1993, la Chambre d'appel note que la Chambre de première instance a examiné les arguments de l'appelant à la lumière de la situation militaire et politique dans la municipalité de Vitez. La Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance n'avait nul besoin de s'appuyer sur des exemples précis. Que l'on tienne compte du contexte chaotique ou que l'on prenne en considération des exemples précis d'attaques contre des maisons, le raisonnement est le même. Toute personne impliquée dans un conflit a l'obligation de limiter ce chaos et de veiller au respect du droit international humanitaire. Un accusé ne peut donc se prévaloir du seul fait que son domicile a été attaqué pour demander une réduction de la peine qui lui a été infligée pour les crimes qu'il a commis par la suite. Par conséquent, cette branche du premier moyen d'appel est rejetée. Enfin, concernant les arguments relatifs à la contrainte et aux ordres donnés par des supérieurs hiérarchiques, la Chambre d'appel souligne que l'appelant a reconnu qu'il a toujours refusé d'exciper de la contrainte ou de l'obéissance aux ordres de supérieurs hiérarchiques, et elle en déduit qu'il ne compte pas invoquer pour la première fois ses moyens de défense en appel. La Chambre d'appel fait remarquer qu'au moment de la fixation de la peine, l'appelant a seulement indiqué à cet égard que ses supérieurs s'étaient servis de lui. La Chambre de première instance a expressément tenu compte de ces arguments et a reconnu que l'appelant avait été libéré de prison en échange de sa participation à l'attaque contre Amishi, et que, dans une certaine mesure, des pressions avaient été exercées sur lui pour qu'il rejoigne les rangs des Jokeri et participe activement aux opérations de combat menées par le HVO. La Chambre d'appel met l'accent sur le fait que l'appelant qui ne conteste pas les conclusions de la Chambre de première instance ne dit pas que ces pressions exercées sur lui pour qu'il s'engage dans les Jokeri étaient plus fortes que ne l'a estimé la Chambre de première instance. La Chambre d'appel considère que les arguments de l'appelant se rapportent au sentiment qu'il a eu de devoir obéir à des ordres illégaux. Toutefois, la Chambre d'appel est d'accord avec l'accusation pour dire que l'appelant ne démontre pas qu'il a obéi à des ordres illégaux sous la contrainte. La Chambre de première instance a conclu, à juste titre, que toute personne engagée dans un conflit armé est tenue de se conformer aux règles applicables du droit international humanitaire, et même s'il se peut que Miroslav Bralo ait été incité à prendre part au combat, il était tenu légalement et moralement
de se conformer à ces règles. En outre, la Chambre d'appel considère que l'appelant ne s'est non seulement pas opposé aux ordres illégaux, mais les a exécutés avec enthousiasme et empressement, comme le montrent les conclusions de la Chambre de première instance concernant sa volonté d'humilier ses victimes. Dès lors, la Chambre d'appel conclut que l'appelant n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait commis une erreur manifeste lorsqu'elle a jugé que les pressions exercées sur lui ne constituaient pas une circonstance atténuante. Ainsi, le premier moyen d'appel est rejeté dans son intégralité. Dans son deuxième moyen d'appel, l'appelant fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur en n'accordant pas suffisamment de poids à sa situation personnelle et à l'effet très positif de sa coopération pour le procureur, le tribunal et les habitants d'Amichí. Pour ce qui est de l'argument selon lequel la Chambre de première instance n'aurait tenu compte dans son évaluation de la situation personnelle de l'appelant que des éléments de preuve se rapportant à sa bonne moralité et à sa situation familiale, la Chambre d'appel rappelle que la Chambre de première instance n'est pas tenue d'examiner les arguments de l'appelant dans telle ou telle partie du jugement. En l'espèce, la Chambre de première instance a pris en compte l'ensemble des circonstances et ne leur a pas accordé de poids. En ce qui concerne le manquement allégué de la Chambre de première instance d'accorder suffisamment de poids au fait qu'il avait perdu son emploi à cause de la guerre, la Chambre d'appel estime que l'appelant n'a pas démontré en quoi la perte de son emploi, dans les conditions économiques difficiles qui régnaient après l'éclatement de la Yougoslavie, l'aurait placé dans une situation plus difficile que celle des autres habitants de la région. S'agissant de l'argument de l'appelant selon lequel la maison dans laquelle il est né et a été élevé était située sur la ligne de front, la Chambre d'appel observe qu'il n'a pas été avancé au moment de fixer la peine et qu'elle ne dispose donc d'aucun élément pour l'examiner.